Un couple peut perdre plusieurs milliers d'euros juste en prenant une décision sur le coup de l'émotion. Et aujourd'hui, avec mon invité, Olivier Toumba, on va pouvoir justement discuter des différents choix qui peuvent être pris de manière vraiment réfléchie. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Immobilier sans filtre. Cette émission qui est née d'un constat. Au cours de mes accompagnements de clients et de propriétaires, j'ai eu un constat. Plusieurs se posent la question se disant si j'avais su. Alors j'ai décidé de pouvoir inviter, de pouvoir recevoir des professionnels du milieu de l'immobilier pour pouvoir parler sans filtre, pour pouvoir avoir des cas concrets, pour pouvoir avoir des expériences. Je me présente, je suis Ogi Mundala, je suis votre relais immobilier. J'accompagne des propriétaires, des personnes de la diaspora, des jeunes entrepreneurs. Je les accompagne au niveau de leurs achats, au niveau des travaux. Je fais un accompagnement de A à Z. Et aujourd'hui, sur le plateau, j'ai vraiment le privilège et la chance de pouvoir recevoir un ami, un mentor, une personne qui m'a vraiment beaucoup conseillé, Olivier Toumba. Bonjour Olivier. Bonjour Ogui. Comment vas-tu? Très bien, et toi-même? Très très bien. Olivier, je vais te demander pour les téléspectateurs qui nous suivent de pouvoir un peu te présenter, nous dire un peu ton expérience. Ça fait plusieurs années que tu es actif dans l'immobilier. Exactement. Et je voudrais savoir un peu comment te présenter. Dis-nous quelque chose sur toi. Je vais être très bref. Voilà, je m'appelle Olivier Ntomba. Je suis marié, j'ai 3 enfants et je suis actif dans l'immobilier depuis plus de 10 ans aujourd'hui. Wow. Et l'immobilier est une vraie passion. J'ai envie de dire, une fois qu'on tombe dedans, on ne sait plus en sortir. C'est un peu comme Obélix. Ouais. Voilà, j'ai ça dans le sang. Et quand je dis j'ai ça dans le sang, c'est ma passion. Autant certains ont une passion pour, je sais pas moi, les voitures ou des collections de montres, ce genre de choses. Moi, c'est l'immobilier parce que l'immobilier, c'est complet. Ça apprend plein de choses dans la vie. Ça développe plein de compétences. Et c'est aussi, d'un point de vue culturel, très intéressant. Et voilà, c'est comme ça que j'arrive à me mouvoir dans l'immobilier. Donc, je suis très heureux dans ce domaine. Wow. Et ici, avec l'expérience que tu as eue ici, il y avait une expérience marquante que tu as pu avoir pendant ces 10 années. Quelle serait-elle? C'est d'avoir eu le privilège de travailler dans 2 approches de l'immobilier. J'ai eu l'opportunité ici de commencer mon expérience dans l'immobilier en agence, dans une agence qui proposait des biens haut de gamme, voire de luxe. Donc, approcher ce type de clientèle, c'était très intéressant, très édifiant. Il y a son lot de complexité aussi, parce que voilà, par rapport aux parties prenantes, il faut des fois y aller avec des pincettes, voir des profils, également des investisseurs chevronnés, mais également des personnalités publiques, des gens qu'on peut voir à la télévision, on les voit en visite ou chez eux, donc c'est aussi assez intéressant. Et d'autre part, quand j'ai fait le switch en allant vers une autre agence, là j'ai été dans une agence qui proposait des biens pour les primo-acquérants, donc des biens bien plus abordables. Et là, de côtoyer des gens où j'étais plus dans le conseil, tout ça a été des expériences très enrichissantes pour moi. Ok. Et durant cette expérience, tu as rencontré, j'imagine, des familles, tu as dit différents profils. Quel a été ton constat par rapport à des personnes qui, lors d'une première visite, décidaient, par exemple, de faire une offre? Alors, ce que j'ai remarqué, c'est pas mal de choses, mais la première, c'est un manque de préparation. Quand je dis c'est un manque de préparation, c'est un manque de préparation de la visite en tant que telle, mais un manque de préparation en amont par rapport au désir de vouloir acheter. Quand je parle d'un manque de préparation par rapport à la visite, c'est les lieux n'ont pas été repérés. Les gens découvrent que, par exemple, il y a un tram qui passe juste devant, j'avais pas vu, mais alors
il leur est intéressant au préalable de visualiser le bien. C'est pas compliqué. Aujourd'hui, on va sur son téléphone, Google Maps, on se dit, il y a le tram. Dans ce cas-là, alors, la visite n'aura pas été faite. Donc, ça aurait été du temps gagné pour les candidats acheteurs et pour l'agent immobilier également. Et l'autre préparation aussi, le constat que j'ai pu en faire, c'est que les gens ne se sont pas préparés financièrement. C'est-à-dire, acheter un bien, c'est un projet, mais financièrement, il faut se préparer. Et les gens n'ont pas fait, n'ont pas fait un tri, n'ont pas fait un élagage de leurs finances et se lancent un peu dans le désir de vouloir acquérir un bien, mais sans avoir assaini les finances. Et là aussi, c'est un problème. Et dans l'immobilier, on parle souvent de coup de cœur. Qu'est-ce que tu dirais, parce que tu nous parles de préparation, tu parles de ces personnes qui viennent visiter sans préparation. Qu'est-ce que tu penses d'un achat qui est fait par un coup de cœur? On visite un bien, on le trouve bien, il correspond aux critères qu'on s'est donnés. Qu'est-ce que tu dirais à cette personne qui a ce coup de cœur, qui a ce bien quand tu étais professionnel? Comment tu réagissais par rapport à ce genre de client, de profil? Bon, déjà, je ne freine aucune ambition par rapport à ça. Le coup de cœur, c'est bien, mais moi, je dis toujours le coup de cœur, c'est bien quand c'est passé par le filtre du cerveau. Donc, en gros, de l'intelligence et du discernement, parce que, oui, on peut adorer un bien, mais là, on est plus dans la gestion d'émotions. Il faut pouvoir se dire, OK, le bien me plaît, je garde la tête froide, parce que c'est sur base de cette lucidité que je vais avoir à ce moment-là, en ne laissant pas mon cœur parler, que je vais pouvoir négocier, que je vais pouvoir être plus attentif aux détails. Parce que quand on est dans l'émotion, on ne voit pas des choses, on ne discerne pas les choses. Et c'est par après, une fois qu'on est dans le bien, on se dit, mais en fait, la fenêtre là, elle n'est pas belle, il y a un coup là, là, le papier peint est décollé, ce genre de choses. Donc, moi, je recommande toujours, OK, je vois le coup de cœur, je vois que le bien plaît, donc potentiellement, c'est une vente, donc je suis toujours très content. Mais après la visite, je fais asseoir les personnes. Et souvent, je recommande, c'est même moi qui recommande une seconde visite. Wow. Parce que je me dis, voilà, le coup de cœur, c'est bien, mais il faut quand même que les personnes qui veulent acheter un bien, et c'est souvent un premier bien, puissent être conseillées au mieux et se dire, voilà, OK, oui, le bien me plaît, mais il y a une personne ici qui a l'expérience du terrain et attire mon attention sur certaines choses. Et ça, je pense que c'est aussi ça, le côté conseil de l'agent immobilier qui des fois, est un peu perdu. Okay. Et quand tu parles de conseils, justement, ici, pour une personne qui, comme tu as dit, qui vient à une visite pas préparée, quelle serait la préparation au préalable que tu pourrais conseiller à cette personne qui décide de visiter ce bien? Quelles seraient les choses indispensables à préparer avant? Alors, j'ai déjà commencé à l'évoquer. Une des premières choses, déjà, c'est assainir ses finances. On ne peut pas se lancer dans ce type de projet sans avoir fait une préparation financière, c'est-à-dire se dire, OK, voilà, là, ici, je me lançais quand même dans un projet qui va au minimum, bien souvent, durer 20 ans, voire 25 ans. Donc, où est-ce que j'en suis par rapport à mes finances ? Ici, à ce poste-là, je dépense trop, peut-être faire attention à moins commander des plats emportés, ce genre de choses. Okay. Donc, il y a déjà une préparation. Préparation au niveau de ses finances. Au niveau de ses finances, pour moi, c'est indispensable. Partir en vacances et avoir un budget vacances de 2 000 euros, 3 000 euros, je pense que quand on veut acquérir un bien, c'est quelque chose sur lequel il faut être attentif parce que ça sera peut-être plus possible, en tout cas pas dans ces budgets-là, dans les années qui vont suivre. Donc, voilà, déjà une grosse préparation par rapport aux finances. Deuxième préparation qui, pour moi, est indispensable et qui est souvent mis de côté, ou du moins les candidats acheteurs ne vont pas en profondeur dessus, c'est la recherche du financement. Bien souvent, les gens se contentent d'aller à leur banque. Oui, voilà, je voudrais acheter. Quel taux vous proposez ? Voilà, on vous propose un taux de 10%. OK, 10%, OK. Bon, pour moi, c'est bon. Hein. C'est un exemple, mais là, j'extrapole, mais c'est juste pour 10%, mettre... c'est extrême. Hein. Exactement. C'est juste pour que les gens se mettent dans la situation. Et, la parole de mon banquier, voilà, je le crois. Et non, moi, je recommande toujours pour ma part, je recommande de
visiter minimum 2 courtiers, voire 3, idéalement 3, et de faire le tour de toutes les banques possibles. Et cette préparation, elle peut prendre, moi je recommande de le faire au moins 1 mois avant de commencer les visites. Pourquoi ? Parce que une banque te donne rendez-vous à telle heure ou tel jour, donc il faut pouvoir mettre ça dans son emploi du temps, faire les banques classiques, mais bien souvent les gens oublient également les petites banques ou les banques moins connues de type Argenta ou Crélan, qui des fois proposent des taux qui sont bien plus intéressants que les 3 banques classiques, 4 banques classiques ici en Belgique. Et enfin, l'autre préparation, comme je l'évoquais aussi juste avant, c'est de déjà faire une recherche par rapport au bien. Ok, le bien est situé à tel endroit, je vais sur Google Maps, je regarde un peu le voisinage, je fais comme une étude un peu de marché, parce que voilà, ici c'est quand même un investissement. Et ça, pour moi, c'est les choses minimum qu'il faut faire. Et si on va aller un peu plus loin, ça c'est pour les personnes qui sont peut-être un peu plus aguerries. Et puis ici, je pense que cette émission permettra de donner des trucs et astuces également aux personnes. C'est peut-être faire un tour à l'urbanisme de la commune où on veut acheter. En allant, en disant, voilà, je voudrais potentiellement acheter un bien là. Qu'est-ce qui va se passer dans le voisinage ? Qu'est-ce qui va se passer dans la commune ? Et là, peut-être la commune vous dira, juste en face, on va construire un building de 40 étages. Voilà, il n'y aura plus de luminosité, par exemple. Donc, c'est un exemple, hein, mais voilà, je pense que ça permet déjà de pouvoir programmer, planifier ce qui va se passer. Exactement, parce que si le bien nous intéresse vraiment, potentiellement, on peut négocier. Et aussi, une autre chose que les gens... auquel les gens ne pensent pas, c'est d'interroger le voisinage. Un bien nous intéresse, arrivez 1 heure, 2 heures à l'avance, si vous avez l'opportunité, ou peut-être un autre jour, et questionnez le voisinage. Posez des questions. J'ai vu que la maison là est à vendre. Vous connaissez un peu, vous habitez depuis longtemps ici. Il y a toujours quelqu'un qui parle. Ah oui, les voisins qui habitaient là, oui, tout à fait, ils ont eu une inondation il y a 2 ans. Et là, on se rend compte que quand on visite le bien, on ne voit rien du tout. Mais là, on peut prendre cette information et dire il y a des inondations ici. Et l'agent immobilier ne donne pas toujours ces informations-là. Donc, je pense qu'il faut utiliser tous les outils que j'évoquais ici pour pouvoir se positionner. Et alors, si le bien nous intéresse vraiment, là, pouvoir faire une offre qui est pertinente. Et la question qu'on se pose en tant que client quand on fait la visite avec un agent, c'est tu as parlé de négocier, mais quels sont les leviers en tant que client au niveau de la négociation sur le prix ? Il y a plusieurs leviers, et je pense que les leviers qui sont intéressants ici, comme je l'ai dit, c'est une enquête qu'on fait au préalable auprès du voisinage. Mais je pense que déjà, quand on veut visiter un bien, il y a des documents légaux qui doivent être transmis. Et sur base du PEB, par exemple, lorsqu'on voit que le PEB est D, ce qui n'est pas top, on peut se dire, voilà, ici, le bien est à autant. Je sais que le PEB est de D, donc je dois encore évoluer dans le PEB pour avoir des prévoir normes. Des travaux. Prévoir des travaux, exactement, c'est là où je voulais en venir. Et là-dessus, pouvoir se dire, voilà, le PEB de D, je sais que dans cette localité-là, le prix au mètre carré est de, on va dire, 100 €. Moi, ici, je sais que le bien a des travaux à faire. On peut se dire, voilà, en rénovation, ça va me coûter 25 000 €. Je sais que là-dessus, je peux déjà un peu... Déjà avoir une marge de négociation. Exactement. Et pas simplement débarquer et dire, oh, le bien est à 300 000 €, moi, je vous prends à 200 000. Non, ça, c'est pas raisonnable. Okay. Ça, c'est la folie, ça, presque. D'accord, venir avec des éléments de négociation. Super. Ici, je vais faire une formule de vrai ou faux. Ah, ok. Et tu vas pouvoir y répondre et peut-être enrichir tes réponses. Ok, bon, j'essaie d'être conscient. Ici, c'est des choses qu'on a dit, c'est des choses que j'ai entendues et qui sont, pour certains, une réalité. Mais ici, avec toi, on va pouvoir vraiment... pouvoir entendre ce que tu dis et les réponses. La première question, c'est acheter est toujours mieux que louer. Vrai ou faux ? Acheter, c'est toujours mieux que louer. C'est vrai. À voir en fonction du cas de figure, bien sûr, mais dans la majorité des cas, c'est vrai.
Ok. Et quel serait le cas où louer serait mieux que acheter? Selon l'activité dans laquelle on est, je pense qu'il y a des personnes qui sont des fois, qui ont des activités professionnelles, qui voyagent beaucoup, qui sont expatriées, ou alors des situations, la situation familiale, peuvent habiter chez un parent ou chez des frères et sœurs, des fois un peu jongler comme ça, mais je pense qu'essentiellement, c'est beaucoup plus intéressant d'acheter et d'être propriétaire d'un bien, même si on n'habite pas. D'accord. Deuxième question, le neuf est meilleur? Alors, meilleur sur base de quoi? À voir. En tout cas, de meilleure isolation thermique et meilleure isolation thermique et acoustique. C'est Oui, comme ça qu'on dit acoustique, oui. Acoustique, pardon. Ouais. Donc, de ce point de vue-là, oui, le neuf est bien meilleur que l'existant. Mais après, sur l'existant, lorsqu'on fait des rénovations, on peut approcher des PEB très intéressants aussi. Donc, le neuf, oui, si on veut quelque chose de récent et se dire, voilà, je suis tranquille pendant 25 ans, 30 ans également. Mais des fois, l'existant a ce cachet que le neuf n'a pas. Donc, c'est en fonction des goûts et des couleurs. Ok, donc tu lui répondrais vrai? Pour ma part, je répondrais vrai, oui. En tout cas, le plus récent possible. Ok. Aussi, on dit souvent aux personnes, il faut visiter au minimum 10 biens. En tout cas, vrai ou faux? Je pense que 10, ça c'est un nombre comme ça que tu as donné, mais Ouais. je pense qu'il faut visiter un maximum de biens, oui. Un maximum selon la zone dans laquelle on recherche, mais oui, visiter un maximum de biens pour pouvoir avoir une base de comparaison, oui. D'accord. Et la dernière question ici pour terminer, c'est ce que chacun espère ou rêve d'avoir, une maison parfaite existe? Je pense que oui, c'est vrai, une maison parfaite existe. Tout dépend des standards de chacun. Pour ma part, la maison parfaite existe si on la construit dans la vision qu'on a. Donc oui, si on peut se diriger vers un projet neuf et se dire, voilà, moi je veux que les pièces soient agencées comme ça, oui, c'est possible. Mais sinon, dans l'existant, on peut trouver exactement ce qu'on recherche, une chaussure à son pied, comme on dit. Ok, super, merci d'avoir vraiment joué ce jeu. Maintenant, ma question ici, on est en train de terminer. Ma question, c'est si aujourd'hui je te donnais, je te faisais un chèque de 250 000 euros. Waouh! Qu'est-ce que tu ferais avec et pourquoi? En tout cas, ici, par rapport à l'immobilier, je pense que je ferais un maximum d'investissement dans des zones bien précises, dans des grandes villes, mais sans forcément utiliser tous les 250 000 euros. C'est-à-dire que je ferais, j'achèterais des biens avec un apport de 100% près de la banque et juste une petite partie utiliser des 250 000 euros pour financer ces biens-là, des biens que je mettrais directement en location. Okay. Mais je pense que j'investirais aussi dans un bien haut de gamme ou du moins dans un endroit, dans des quartiers, dans un beau quartier, parce que je pense que c'est toujours intéressant d'avoir un bien haut de gamme, voire, on va pas dire de luxe, mais en tout cas haut de gamme dans des beaux quartiers, parce qu'ils prennent de la valeur, enfin tous les biens prennent de la valeur de manière générale, mais d'avoir dans son portefeuille un bien qui est au-dessus des autres, je pense que c'est toujours intéressant. Donc je pense que je partirai là-dessus a priori. Ok, super. Et pour terminer, tu as parlé de ton expérience, tu nous as donné tu nous as vraiment donné des conseils pratiques. Maintenant, tu as passé plus de 10 ans dans le secteur immobilier. Qu'est-ce que si tu avais cette possibilité de revenir en arrière, 10 ans en arrière, wow. Qu'est-ce que tu dirais à ce jeune homme passionné que tu étais au niveau de l'immobilier? Qu'est-ce que tu lui dirais et qu'est-ce que tu aurais changé ou fait différemment pour toutes ces personnes qui nous regardent, qui ont aussi envie de pouvoir aussi, comme moi aussi, pouvoir se lancer dans le secteur immobilier, dans le domaine immobilier? Qu'est-ce que tu dirais à cette personne? Tu peux même parler à la personne directement en regardant la caméra. Je me parle à moi-même. Ouais, tu te parles à moi 10 ans avant, aux jeunes au début. Je pense que déjà, c'est important de faire des erreurs.
parce que c'est en faisant des erreurs qu'on apprend. Le parcours parfait n'existe pas. Donc de toute façon, on fera des erreurs. Mais en tout cas, là où on fait jamais d'erreurs, c'est dans le désir d'apprendre. Donc toujours aller à la recherche d'informations, là où est l'information. Donc si je pouvais me donner ce conseil-là, continue, va chercher l'information, forme-toi, entoure-toi de personnes compétentes dans ce milieu-là. Donc c'est dans ce sens-là que j'irai. Et surtout, c'est un secteur dans lequel il ne faut pas abandonner. En tout cas, quand on est passionné, on n'abandonne pas. Et c'est un secteur qui permet de rencontrer tellement de personnes. Donc je dirais, sois persévérant, continue à vouloir apprendre. Et tu verras que voilà, ça va payer. Quand je dis ça va payer, je ne parle pas forcément d'argent ici, mais l'immobilier, j'ai envie de dire, ouvre le champ des possibles. On rencontre des gens extraordinaires. Ça permet d'avoir, comment dirais-je, mais de pouvoir aiguiser, de pouvoir affûter sa vision qu'on a par rapport à la vie yes. et de discerner plein de choses. Je pense que l'immobilier est une école de vie et aussi bien que dans d'autres domaines, mais l'immobilier apprend plein de choses et voilà. Donc il faut continuer. Ok, super. Merci pour tous ces conseils et merci encore Olivier pour cette interview. Merci pour merci à toi, tous ces conseils. Et vraiment, tu as été une des personnes qui, quand je me suis lancé, avec qui j'ai passé énormément d'heures. C'est vrai, on a beaucoup discuté. Hein. Et tu m'as vraiment donné vraiment les conseils qu'il fallait. Et comme tu dis, c'est vraiment ça, l'immobilier, ça permet de rencontrer des personnes intéressantes, différents Exactement, profils. Parce qu'on se croisait, on se voyait, mais on n'avait jamais l'occasion d'échanger. C'est l'immobilier qui nous a rassemblés. Donc, vraiment, merci pour ça. Et pour les personnes qui nous écoutent, si cet épisode a pu vous donner des conseils pratiques et vous permettre d'éviter des erreurs, alors vraiment notre mission, elle est atteinte. Je vous souhaite une bonne fin de journée ou pour ceux qui vont l'écouter peut-être dans l'après-midi. Je vous invite à continuer à me suivre dans mes différents réseaux et à plusieurs vidéos qui parlent de différents sujets. Et j'espère que ça va pouvoir vous aider à faire vos investissements et à pouvoir évoluer dans le secteur immobilier. À bientôt. Au revoir. Au revoir.